Savez-vous comment? Bonjour l'ONC, savez-vous comment analyser les données du scanner avant une procédure de TAVI? J'ai la chance d'avoir avec moi le docteur Cédric Delay de Lille, avec qui nous allons essayer de résumer les grandes étapes de l'analyse du scanner pré-TAVI sur le logiciel Stream&Show. Merci Thomas pour l'invitation. Tout d'abord, il faut insister sur l'importance d'avoir un examen scanographique de bonne qualité, en collaboration avec l'équipe de radiologie. Il faut des acquisitions qui vont de la base du crâne jusqu'à mi-cuisse, avec des coupes inframillimétriques au niveau du culot aortique, une synchronisation cardiaque et une reconstruction des images en mésosystole, c'est-à-dire entre 30 et 40% du cycle. Ok, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait en pratique? La première étape consiste à définir l'anneau aortique virtuel et à le mesurer. Pour commencer, en cliquant sur Automatique ici, le logiciel trace automatiquement une ligne centrale traversant le culot aortique que l'on voit apparaître dans le cadran supérieur gauche. Le cadran inférieur gauche va nous permettre de voir l'ensemble des plans perpendiculaires à cette ligne en balayant de haut en bas le culot aortique. On peut ainsi apprécier le caractère bi ou tricuspide de la valve. Ici, vous pouvez constater que la valve est tricuspide. Chez un patient avec une valve tricuspide, comme ici, nous repérons en y plaçant des marqueurs le nadir des points d'insertion des cuspes au fond du culot aortique, pour définir ainsi l'anneau aortique virtuel. On commence par la cuspe coronaire droite, on place le marqueur ici, puis la cuspe coronaire gauche, on place le marqueur ici au niveau du nadir, et enfin la cuspe non coronaire. En positionnant ce dernier marqueur, le logiciel nous positionne directement dans le plan de l'anneau aortique virtuel. À ce stade, il est important de vérifier, en balayant de bas en haut ou de haut en bas, que les 3 points sont bien placés au centre des cuspes. Si l'on prend la cuspe coronaire droite, en remontant dans le culot, on constate qu'on est à peu près centré au niveau de la cuspe coronaire droite. Pour la cuspe coronaire gauche, de même, vous constatez que le marqueur est à peu près au centre de la cuspe et la non coronaire, elle est un tout petit peu latéralisée, on va la repositionner ici. Toc, voilà. La deuxième étape est de vérifier que nous sommes bien au nadir des cuspes. Vous utilisez pour ça les axes perpendiculaires, l'axe rose et l'axe vert. En prenant l'axe rose ici, en repérant la boule pleine, vous pouvez constater que le marqueur est bien positionné au nadir de la zone d'insertion, en tout cas pour la cuspe coronaire gauche. En remontant ici, vous voyez que nous sommes bien au nadir de la cuspe coronaire droite, et ici, au nadir de la cuspe non coronaire. Le deuxième point est de vérifier que nous sommes bien au nadir des zones d'insertion. Pour cela, en cliquant sur chacun des marqueurs, en regardant les axes rose ou vert, vous pouvez constater et vérifier que nous sommes bien au nadir de ces points d'insertion. Pour la cuspe coronaire droite, et enfin, la cuspe non coronaire. Vous pouvez ensuite confirmer, puis dans le cadran supérieur gauche, vous voyez apparaître l'anneau aortique virtuel. Vous allez pouvoir réaliser son contourage, ce qui va vous permettre d'obtenir sa surface, son périmètre et les diamètres dérivés, ce qui va vous permettre de déterminer la taille de la prothèse à implanter. Tu peux nous montrer les autres caractéristiques anatomiques du culot aortique auxquelles on doit faire attention? Oui, il nous faudra compléter cette mesure par la mesure du diamètre des sinus. Pour cela, en balayant vers le haut, on se positionne sur la partie la plus large des sinus. Pour mesurer les sinus, vous allez mesurer la distance entre la commissure et le fond de la cuspe contralatérale, ici pour la coronaire droite, et vous faites de même pour la coronaire gauche et la non coronaire. La deuxième chose à mesurer est la hauteur des coronaires. Vous allez pour cela repérer la naissance des coronaires au sein des sinus, par exemple ici, la coronaire gauche dans le sinus antéro-gauche, puis en passant en dessous sur la vue étirée, vous allez pouvoir positionner votre curseur, la ligne rose, sur le plancher de la coronaire en question, ici le tronc commun, vous voyez qu'il est à 13 mm. En balayant de gauche à droite, vous pouvez faire apparaître la deuxième coronaire, en l'occurrence la coronaire droite, avec le plancher de la coronaire droite qui est à 16 mm de l'anneau aortique virtuel représenté par la ligne grise. On s'alertera d'un risque d'obstruction lorsque les coronaires naissent relativement basses, en dessous de 10 à 12 mm, et lorsque les sinus sont très étroits. Il nous faut ensuite apprécier, en balayant le culot aortique de bas en haut,
le degré et la localisation des calcifications. Ici, on constate que les calcifications sont présentes essentiellement sur le bord libre des cuspes. On recherchera la présence de calcifications protubérantes dans la chambre de chasse, comme c'est le cas chez cet autre patient, qui expose alors au risque de rupture d'anneau en cas d'utilisation de prothèses ballon expansibles et au risque de fuite paraprothétique en cas d'utilisation de prothèses auto-expansibles. Du coup, Cédric, chez ce patient, quel type et quelle taille de prothèse tu sélectionnerais? Ce patient a une anatomie standard, donc à mon sens, les 3 prothèses disponibles sur le marché français peuvent être utilisées. Si on se repositionne sur l'anneau aortique virtuel, on constate que la surface est de 495 mm². Si on envisage une prothèse expansible au ballon, on décidera de lui implanter une Sapientra Ultra de 26 mm. À l'opposé, si on envisage plutôt une prothèse auto-expansible, vous voyez que le périmètre est entre 79 et 80 mm. On s'orientera donc soit vers une Evolute Pro Plus de 29 mm, soit vers une Navitor de 29 mm. Super. Est-ce que tu peux nous montrer comment trouver les incidences de travail pour la procédure? Les 2 plans de travail sont déterminés par les points que l'on a placés à la base des 3 cuspes. Le logiciel nous propose une courbe bleue en forme de S correspondant à l'ensemble des projections perpendiculaires au plan de l'anneau aortique. La vue 3 cuspes, qui est représentée ici, ou encore appelée vue coplanaire, correspond à l'incidence où les 3 fonds de cusp sont alignés sur le même plan, à équidistance les uns des autres. Le deuxième plan de travail pertinent est l'incidence cusp overlap, où la cusp coronaire droite va être superposée, comme ceci, avec la cusp coronaire gauche. Cette incidence est pertinente pour ajuster au mieux la profondeur d'implantation et diminuer le risque de troubles conductifs. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui change chez les patients avec une bicuspidie? Oui, dans l'hypothèse d'une valve bicuspide, il faut déterminer d'abord s'il s'agit d'une bicuspidie de type 1 ou d'une type 0. Pour les types 1, l'anneau aortique est mesuré de la même façon qu'une tricuspide. Chez les bicuspides, une des techniques proposées est de comparer le diamètre moyen de l'anneau aortique virtuel et la distance intercommissurale mesurée à environ 4 mm au-dessus du plan de l'anneau. On retient généralement le diamètre le plus petit pour déterminer la taille de la prothèse. Enfin, on portera attention au degré de calcification de la valve et à leur localisation. La présence de calcification massive et ou d'un raffet calcifié, très calcifié, sont des facteurs de mauvais pronostic qui peuvent faire rediscuter l'alternative chirurgicale. Pour les bicuspidies type 0, qui sont plus rares, on suit globalement le même plan en informant le logiciel qu'il n'y a que 2 cuspes, puis on place les 2 marqueurs pour obtenir le plan de l'anneau. Pour le choix de la prothèse, on sélectionnera le diamètre le plus petit entre le diamètre moyen de l'anneau aortique virtuel et la distance intercommissurale 4 mm au-dessus du plan de l'anneau. Ok, et finalement, comment valides-tu la voie d'abord? Alors tout d'abord, on sélectionne l'onglet fémoral ici, qui expose une reconstruction 3D de l'anatomie aortique et iliofémorale. On va élargir dans un premier temps la fenêtre d'intérêt pour pouvoir apprécier l'ensemble du trajet pris par le cathéter de délivrance et regarder sur l'aorte, depuis le culot aortique jusqu'au niveau des axes iliofémoraux, s'il existe des kinks, du thrombus, des calcifications ou des dilatations. On va jusqu'en bas, comme ça, jusqu'aux axes iliofémoraux. On voit que chez ce patient, il n'y a pas de souci particulier, une toute petite dilatation anévrismale qui posera aucun problème à ce niveau. L'étape d'après consiste à sélectionner à nouveau sur la vue 3 dimensions, après avoir diminué à nouveau la zone d'intérêt, comme ceci, on va sélectionner l'aorte abdominale, confirmer, puis mettre en place des points l'un sur l'aorte abdominale, les autres sur les fémorales superficielles comme ici, pour permettre l'obtention d'une reconstruction curviligne des axes iliofémoraux. On va ensuite confirmer. Vous avez ainsi représenté 2 vues étirées des axes iliofémoraux droit et gauche. Cela permet d'apprécier les 3 éléments fondamentaux que sont 1. Les diamètres. En balayant de haut en bas cette vue étirée, on vérifie sur la coupe perpendiculaire ici à la ligne centrale que le diamètre minimal du vaisseau est compatible avec la prothèse envisagée. La deuxième chose à regarder sont les tortuosités. Vous pouvez apprécier sur cette coupe en 3 dimensions qu'il s'agit ici de tortuosités relativement minimes.
Enfin, on apprécie les calcifications, leur localisation et le caractère protubérant de celle-ci. Vous voyez sur ces vues étirées, en tout cas pour l'axe iliofémoral droit, qu'il n'y a pas de calcification protubérante. De la même façon, à gauche, aucune calcification protubérante ou qui pourrait poser problème pour la montée du cathéter de délivrance. Les problèmes arrivant essentiellement, comme pour les coronaires, lorsqu'on a une association de petits vaisseaux tortueux et calcifiés. Et que doit-on regarder en particulier sur la zone de ponction? À ce stade, effectivement, on va se concentrer sur la zone de ponction, donc on se positionne sur le tiers moyen de la fémorale commune. On va regarder sur cette vue 3 dimensions si en ponctionnant à ce niveau, la bifurcation fémorale est bien en dessous, ce qui va nous permettre de mettre un stent couvert en cas de complication. Ensuite, sur la coupe axiale, ici, on repère la face antérieure de la fémorale commune et on constate qu'il n'y a pas de calcification, ce qui nous permettra de ponctionner avec un abord purement percutané la fémorale commune sans souci. Ok, très bien Cédric. Alors on a essayé de faire une vidéo courte et claire sur le planning procédural avant le TAVI. Est-ce qu'il y a certains éléments que nous n'avons pas abordés et qu'il est intéressant de regarder? Oui, on peut citer l'angulation aortique, c'est-à-dire l'angle entre le plan de l'anneau aortique et l'horizontale. Et on sait qu'une aorte très horizontale peut rendre délicate l'implantation d'une prothèse auto-expansible. Deuxième élément intéressant, c'est de regarder ici le septum membraneux, puisque la taille du septum membraneux est connue comme étant un facteur associé au risque de pacemaker. Un septum membraneux court va être associé à un surrisque de pacemaker. Ok Cédric, pour conclure, si tu devais résumer les points clés de l'analyse du scanner avant la procédure de TAVI? Oui, 1. Mesurer l'anneau aortique virtuel, élément clé qui va permettre le choix de la taille de la prothèse. Ensuite, bien mesurer la hauteur des coronaires et la largeur des sinus. Apprécier le degré et la localisation des calcifications. Le scanner va permettre également de définir les plans de travail pour la procédure et valider la voie d'abord. Enfin, le choix du type de prothèse dépendra également du contexte clinique, de l'électrocardiogramme, de l'expérience de l'opérateur, mais aussi des données de la littérature. Super, merci beaucoup Cédric. Merci Thomas. Savez-vous comment analyser les données du scanner avant une procédure de TAVI? Maintenant, oui.